Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble le syndrome de Sjögren. Le syndrome de Sjögren est un syndrome qui peut être primitif ou secondaire associé à d'autres maladies auto-immunes telles que le lupus, la sclérodermie et la polyarthrite rhumatoïde et d'autres maladies auto-immunes. Donc, comme définition, il s'agit d'une maladie auto-immune multisystémique chronique d'étiologie mal connue et de progression lente. C'est une exocrinopathie touchant les glandes exocrines telles que les glandes salivaires et les glandes lacrymales. La physiopathologie de la maladie est caractérisée par une dense infiltration lymphocytaire par les LT et les LB avec une prédominance des LB dans les lésions inflammatoires sévères, d'où une forte production de taux anticorps avec un risque accru dans le développement de lymphome à cellules B. La maladie est caractérisée par la surexpression de plusieurs molécules d'adhésion comme l'ICAM1 et des molécules de costimulation comme les molécules de la famille B7, B7-1 qui est le CD80 et B7-2 qui est le CD86. Les signes cliniques. Le syndrome de Sjögren est caractérisé le plus souvent par une sécheresse des muqueuses buccales, oculaires et vaginales, avec un fatigue, douleurs articulaires et ou musculaires. Ces symptômes sont présents chez plus de 80% des patients, d'où 30% des patients peuvent développer une atteinte systémique, c'est-à-dire plusieurs organes ici sont touchés comme les ganglions lymphatiques, la peau, les poumons, les reins, les vaisseaux sanguins, le système nerveux central ou périphérique, et donc on a pas mal de signes cliniques. Il faut noter bien que chez les patients atteints de syndrome de Sjögren, on a un risque de 15 à 20 fois par rapport aux patients non atteints par ce syndrome ou bien par rapport à la population en général. Ces patients atteints de syndrome de Sjögren ont un risque très élevé de développer un lymphome B, une tumeur maligne du système lymphatique touchant les cellules B. Parce que le lymphome, en général, comme définition, c'est une tumeur maligne touchant le système lymphatique, quels que soient les LT ou bien les LB. Si cette tumeur touche les cellules T, on parle du lymphome T. Si cette tumeur touche les cellules B, on parle de lymphome B. Dans le cas de syndrome de Sjögren, on a un risque de développer un lymphome B. Bon, on peut classer les signes cliniques en syndrome sec, exurostomie, exurophthalmie. On va voir par la suite la différence entre les deux. On a bien évidemment des manifestations extraglandulaires comme les atteintes articulaires, musculaires, dermatologiques, pulmonaires, neurologiques, gastro-intestinales, rénales et hématologiques. Voilà, donc l'exurostomie, donc on peut vous avoir ici qu'il s'agit d'une sécheresse buccale. Donc, stimulation de la sécrétion résiduelle, c'est ici, on va voir ensemble comment on peut prévenir donc l'exurostomie qui est une sécheresse buccale due au syndrome de Sjögren. On peut utiliser des moyens locaux, mâcher des bonbons ou des chewing-gums sans sucre contenant du sorbitol, du maltose ou de l'acide malique. Des traitements systémiques, ici le pilocarpine, céviméline, et on peut avoir la substitution ici, par l'eau, et voilà. Pour l'exurophthalmie, qui est normalement une sécheresse oculaire, pour le traitement, on va voir ici la stimulation de la sécrétion résiduelle par des traitements systémiques, pilocarpine, céviméline, ou bien par substitution en utilisant des larmes artificielles, de préférence sans conservateur. Et il y a d'autres modalités de traitement. Mais l'essentiel ici, c'est de savoir différencier entre exurostomie et exurophthalmie. Exurostomie, une sécheresse buccale due au syndrome de Sjögren, et exurophthalmie, c'est une sécheresse oculaire. On va voir maintenant la physiopathologie de la maladie.
Alors, comme d'habitude, n'importe quelle maladie fait intervenir les deux mécanismes de défense, l'immunité innée et l'immunité adaptative. Au cours du syndrome de Cochrane, on a bien évidemment l'immunité innée, donc on a les cellules de l'immunité innée, les macrophages, les cellules dendritiques, on a les cytokines, surtout BAF, et bien évidemment les molécules du complément qui sont normalement ici en défaut, on va voir par la suite déjà. Pour l'immunité adaptative, on a des lymphocytes autoréactifs et des LB autoréactifs. Bien sûr, c'est logique puisqu'il s'agit d'une maladie auto-immune. Et donc ici, les lymphocytes sont des cellules autoréactives, c'est-à-dire qui vont être c'est-à-dire qu'ils vont altérer ou bien qu'ils vont détruire les cellules du soi normal. Et tout ça, donc les deux mécanismes immunitaires vont cibler la cellule épithéliale du gland salivaire afin d'avoir pas mal de signes cliniques, surtout la sécheresse buccale et oculaire comme on a vu précédemment, et d'où l'apparition donc du syndrome de Sjögren. Donc voilà. On commence tout d'abord par les facteurs déclenchant la maladie. On a les facteurs génétiques, épigénétiques, environnementaux et hormonaux. On va voir par la suite les principaux facteurs impliqués dans le syndrome de Sjögren, d'accord? Donc, tous ces facteurs peuvent provoquer une inflammation glandulaire initiale, caractérisée par des anomalies de l'apoptose et des localisations cytoplasmiques d'auto-antigènes, comme le lupus ici. On a des anomalies de l'apoptose et on a vu dans le lupus érythémateux systémique les principaux causes qui sont impliquées dans les anomalies de l'apoptose, soit une néphrocytose anormale, soit un défaut au niveau du complément, soit des facteurs génétiques, d'accord? On a aussi l'hyperactivation épithéliale avec surexpression de molécules de costimulation et les molécules de présentation d'antigènes comme le HLA-DR. La production cytokinique perturbée, c'est-à-dire excès de production des cytokines, incluant les interférons du type 1 comme l'interféron alpha, l'interféron du type 3 qui est l'interféron gamma, l'interleukine 10 et le TGF-bêta. On a aussi la présence des cellules dendritiques activées avec surexpression de chimiokines de recrutement lymphocytaire comme le CCL7. D'accord? Et donc tous ces facteurs sont impliqués dans l'inflammation glandulaire initiale au niveau des cellules épithéliales de glande salivaire. Donc, bien sûr, les cellules dendritiques jouent un rôle de présentation antigénique afin d'activer les cellules T. Donc, j'ai une activation aberrante des lymphocytes T et surtout les lymphocytes T helper qui vont produire des cytokines pro-inflammatoires comme l'interleukine 2, 4, 6 et le BAFF. Aussi bien, on a l'activation des cellules B, surtout, suite à la formation des follicules germinaux ectopiques. Vous savez que dans les organes lymphoïdes périphériques, les cellules B sont présentes et sont localisées dans les follicules lymphoïdes avec les cellules dendritiques folliculaires. Donc, si j'ai la formation des follicules lymphoïdes germinaux ectopiques, c'est-à-dire qui sont très riches en cellules B et en cellules dendritiques folliculaires, j'ai une activation aberrante des cellules B qui vont produire des autoanticorps responsables de formation de complexes humains qui est associé par la suite à un lymphome de bas grade. C'est un risque ici, de développer un lymphome de cellules B, d'accord? Et tous ces mécanismes vont causer un dysfonctionnement glandulaire, caractérisé par des fonctions sécrétoires perturbées, la production d'interférons type 1 par les cellules dendritiques plasmacytoïdes, d'où l'hyperinflammation, et même aussi des anomalies de l'excrétion et de la réponse aux neurotransmetteurs. D'accord? Et on peut remarquer ici que au cours de syndrome de Sjögren, on a principalement les cellules B autoréactives qui sont impliquées, avec bien sûr la cytokine BAF. Et on va voir par la suite la liaison entre les deux, en fait. D'accord? Voilà, déjà on peut remarquer ici la corrélation entre la sécheresse buccale et l'invasion lymphocytaire, surtout par les cellules B, qui vont produire des autoanticorps. D'accord? Et ces autoanticorps sont dirigés contre les antigènes SSA et les antigènes SSB, qui sont des antigènes nucléaires solubles.
d'accord, et qui ne sont pas vraiment spécifiques, très spécifiques du syndrome de Sjögren, parce que si vous, vous- si vous regardez donc la vidéo de lupus, on a mentionné que ces anticorps aussi sont impliqués dans le lupus, d'accord? Mais ici, donc, ils sont très, très, très spécifiques du syndrome de Sjögren. D'accord? Et pourquoi en fait? C'est parce que ces antigènes sont exprimés à la surface des cellules épithéliales au niveau des glandes exocrines. C'est pour cette raison qu'on a des autoanticorps dirigés contre ces autoantigènes nucléaires solubles. D'accord? Voilà. Alors, on va voir maintenant le rôle des lymphocytes B et lymphocytes T autoréactifs dans le syndrome du Sjögren. On peut tout d'abord, on commence par les facteurs déclenchants de la maladie, d'accord? Soit ici on a des facteurs environnementaux, des anomalies épigénétiques et d'autres. Donc, on a l'activation des cellules épithéliales. hmm. On a un défaut donc de l'apoptose comme j'ai mentionné tout à l'heure, des corps apoptotiques et tout ça. On a l'hyperinflammation induite par les cellules de l'immunité innée et surtout par les cellules dendritiques qui vont produire des chymokines impliquées dans le recrutement lymphocytaire. Hmm. Donc, on a le recrutement des cellules immunitaires de l'immunité adaptative, bien sûr. Ici, on a la présentation de l'antigène. Soit ici, on peut remarquer que la cellule épithéliale elle-même peut présenter l'antigène aux lymphocytes CD8+, qui reconnaissent les peptides antigéniques associés aux molécules HLA de classe 1 et qui sont présents sur toute cellule nucléée. Et donc la cellule épithéliale ici qui est anormale et tout ça peut présenter l'antigène ou lymphocyte cytotoxique. C'est-à-dire qu'après différenciation et activation vont être cytotoxiques, mais au début, ce sont des lymphocytes T CD8+. Pour les lymphocytes T CD4+, bien sûr, grâce à la coopération entre les cellules dendritiques en association avec les molécules CMH de classe 2, peuvent être activées, se proliférer et se différencier en différents états fonctionnels, soit TH1, TH2, TH17, T régulateur, TH folliculaire, tout ça. D'accord? Aussi bien, ce qui nous intéresse, c'est l'hyperactivation ici des lymphocytes B autoréactifs. Et les cellules B, bien sûr, reconnaissent les autoantigènes, donc bien les corps apoptotiques ici, donc indépendamment des molécules HLA. D'accord? Voilà. Donc ici, on a une hyperactivation lymphocytaire B qui entraîne l'émergence de plasmablastes. Les plasmablastes, ce sont des plasmocytes immatures et qui sont généralement caractérisés par la production des anticorps de faible affinité. Donc on peut avoir ici tout d'abord une production locale d'auto-anticorps auto-anticorps, voilà, dirigés contre SSA et SSB, qui sont des antigènes nucléaires solubles. Donc, généralement, le syndrome du Sjögren est caractérisé par une hypergammaglobulinémie et une hypocomplémentémie. L'hypergammaglobulinémie, on le sait déjà ici parce qu'on a une forte production d'auto-anticorps par les LB autoréactifs. L'hypocomplémentémie est impliquée au début de la physiopathologie de la maladie suite à un défaut d'éclairance des corps apoptotiques. Mais il y en a d'autres signes cliniques qu'on va le voir par la suite. D'accord? Ici, vous avez déjà juste une donc, schéma qui montre bien la structure du centre germinatif qui est très important et indispensable dans la maturation périphérique des cellules B. Les cellules B sont organisées avec les cellules dendritiques folliculaires au niveau d'une structure folliculaire dans les organes lymphoïdes périphériques appelée un follicule lymphoïde primaire avant l'activation par l'antigène. D'accord? Juste, on a des LB naïfs et cellules dendritiques folliculaires. Une fois que ici, la cellule B au niveau de la zone corticale est activée ici,
Grâce au lymphocyte T folliculaire, on a pénétration de celui-ci à l'intérieur du follicule lymphoïde primaire. Il va se proliférer. Suite à la prolifération, on a les phénomènes d'hypermutation somatique et tout ça. Et donc, la prolifération va donner des clones spécifiques de l'antigène en question qui forment ce qu'on appelle la zone sombre du centre germinatif vu la densité lymphocytaire dans cette zone-là. D'accord? Et vous savez que les hypermutations somatiques qui ont lieu au cours de cette prolifération peuvent modifier l'affinité donc du BCR des cellules B. Donc, il faut sélectionner les LB qui ont des BCR de forte affinité et ça se fait grâce aux cellules dendritiques folliculaires qui sont présentes dans la zone claire apicale du centre germinatif. Et après la sélection, on a une autre étape de coopération entre les LB sélectionnés de forte affinité avec des lymphocytes T CD4+ naïfs ici, mais ce n'est pas démontré ici, mais juste cette coopération permet d'aider la cellule B à se différencier en plasmocytes productrices d'auto-anticorps de forte affinité anti-SSA et anti-SSB et aussi bien aux lymphocytes B mémoire. D'accord? Et cette formation de centre germinatif se fait grâce aux lymphocytes T folliculaires. D'accord? Et autre cytokine très importante qui est la cytokine B-cell activation factor, BAF, très impliquée dans la formation du centre germinatif au niveau de la glande exocrine. D'accord? Là. Donc voilà, ici on a les anomalies des LB dans les glandes salivaires. Altération dans l'expression des molécules d'adhésion comme les CAM1, ayant une conséquence la formation de centres germinatifs ectopiques riches en cellules dendritiques folliculaires et des LB en prolifération, une expansion importante clonale des LB qui vont se différencier en plasmablastes producteurs des anticorps de faible affinité ici avant l'entrée du centre germinatif, c'est dans la zone marginale qu'on a ces cellules en fait, mais aussi bien on a dans le centre germinatif, bien sûr, grâce à la maturation, les cellules B différenciées qui sont les plasmocytes dans cette zone-là vont produire des anticorps, auto-anticorps de forte affinité. Donc voilà, sélection des LB autoréactifs de forte affinité ici dans le centre germinatif, la différenciation en LB mémoire, les LB mémoire qui expriment le CD27. Et on a donc cette différenciation en LB mémoire ici, elle est très importante grâce à l'expression de CXCL13 qui, en association avec son récepteur, le CXCR5, sur les LB mémoire, permet l'hyperactivation de ce dernier. D'accord? Bien évidemment, on a annexé des LB CD5+, qui sont normalement des cellules impliquées dans l'immunité innée et que, dans le cas physiologique normal, sont en défaut. D'accord? Sont donc en défaut. Mais ici, au cours de syndrome de Sjögren, on a annexé de cette sous-population minoritaire des LP qui sont capables de produire des IgM naturels et qui peuvent jouer le rôle des CPA polyréactifs. Parce que, toujours je fais ce rappel-là, les CPA professionnels sont macrophages, cellules dendritiques et LB. Donc les LB peuvent présenter les antigènes aux cellules T naïfs. Donc, grosso modo, on a la production des autoanticorps, on a l'expression anormale de cytokines comme TNF, lymphotoxine, chimiokine. D'accord? Voilà. Donc, on a la balance ici TH1, TH2, puisqu'il s'agit d'une réponse immorale. Donc, la réponse TH2 prédomine la réponse TH1. On a la forte production des cytokines comme l'interleukine 4, impliquée dans l'activation des cellules B pour produire les autoanticorps et pour participer aux manifestations cliniques de syndrome de Sjögren. La fameuse cytokine BAF est produite par les LT, les cellules épithéliales et les LB infiltrées ici.
La BAF donc permet le maintien des centres germinatifs, la maturation des cellules dendritiques folliculaires. Il s'agit d'un facteur de survie pour les plasmablastes différenciés à partir des LB mémoires, permettent l'hyperactivation des TLR à la surface des LB. Ainsi, l'activation des TLR7 et TLR9 serait susceptible de stimuler les LB autoréactifs indépendamment d'une action des lymphocytes. Voilà, d'où l'intérêt de cette cytokine dans la physiopathologie de la maladie. On va voir maintenant les facteurs impliqués dans le syndrome du Sjögren. Donc, comme toute maladie auto-immune, on a les facteurs génétiques, comme les gènes HLA, HLA, DQ2 et des gènes non HLA, normalement ceux qui codent pour le complément. On a les facteurs environnementaux, surtout les infections virales, la régulation immunitaire, les facteurs hormonaux comme les estrogènes et les androgènes. Donc, les femmes sont plus exposées au syndrome du Sjögren par rapport aux hommes, surtout entre l'âge de 40 à 50. Ce sont les femmes dans l'âge de procréation. Et on a d'autres facteurs très importants qu'on va le voir aujourd'hui en détail, qui est l'épigénétique. Donc, c'est quoi les modifications épigénétiques? Donc, ce sont des modifications transmises au cours des divisions cellulaires modulant l'activité du génome sans affecter sa séquence nucléotidique. On a les modifications post-traductionnelles des histones comme l'acétylation, la méthylation, la phosphorylation. Et on a la méthylation de l'ADN, un phénomène post-réplicatif, héréditaire et réversible. La méthylation de l'ADN se fait grâce à des enzymes qui sont les ADN méthyltransférases, DNMT, qui permettent l'ajout d'un groupement méthyle sur les cytosines des îlots-CpG. Les îlots-CpG, ce sont des dinucléotides CG présents dans les régions promotrices de chaque gène. D'accord? Voilà. Donc ici, on a la cytosine méthylée en carbone 5. Et généralement, les modifications épigénétiques là sont associées soit à un phénomène d'activation transcriptionnelle ou bien répression transcriptionnelle. Mais ici, la méthylation de l'ADN est toujours associée à une répression transcriptionnelle. Donc, voilà. Le mécanisme de répression transcriptionnelle, en fait, ce n'est pas seulement les DNMT, c'est-à-dire les ADN méthyltransférases, qui sont impliqués dans la répression transcriptionnelle, mais on a d'autres facteurs de méthylation de l'ADN ici, et on a aussi la désacétylation des histones par les histones désacétylases. Donc, suite à la méthylation de l'ADN par le DNMT, il y a recrutement de ces facteurs de méthylation. Et ces facteurs vont avoir donc une structure condensée de la chromatine associée à une répression transcriptionnelle. On a, pour l'équilibre, bien sûr, on a des facteurs de déméthylation de l'ADN et on a l'acétylation des histones. L'acétylation des histones qui diminue la charge positive de ces protéines, qui permettent le relâchement de la chromatine et d'où l'activation transcriptionnelle. D'accord? Donc, je pense ici d'avoir un exemple d'un article original qui met l'accent sur le rôle de défaut de méthylation de l'ADN dans le syndrome de Sjögren. Et cet article a montré déjà donc l'implication de l'infiltration des cellules B sur ce défaut de méthylation de l'ADN dans le syndrome de Sjögren. Donc voilà. Donc je vais évaluer juste les résultats de cet article. Donc cet article, tout d'abord, on a évaluation à la teneur de 5 méthylcytosines pour savoir l'altération globale de la méthylation de l'ADN. Donc le 5-méthylcytosine reflète le taux de méthylation de l'ADN ici, d'accord? Voilà, ici, ils ont montré qu'il y a une diminution de la teneur de 5-méthylcytosine chez les 8 patients atteints du syndrome du Sjögren primaire, les 8 patients qui sont l'objectif de cette étude, d'accord?
Donc, on a la diminution de cette teneur de 5-méthylcétogène chez les patients atteints de syndrome du Sjögren primaire. On a aussi bien une diminution significative de pourcentage de 5-méthylcétosine dans les cellules épithéliales glandes salivaires des patients atteints de syndrome du Sjögren par rapport aux témoins et pas de différence significative de pourcentage de 5-méthylcétosine dans les LB et les LT des malades par rapport aux témoins. Donc, la méthylation de l'ADN est une caractéristique des cellules épithéliales de glandes salivaires. Donc, ici, pour résumer, c'est-à-dire qu'on a un défaut de méthylation de l'ADN seulement dans les cellules épithéliales de glandes salivaires des patients atteints de syndrome du Sjögren. Pour s'assurer, ils ont évalué les niveaux d'expression des facteurs de méthylation et de déméthylation de l'ADN dans les cellules épithéliales de glandes salivaires. Ils ont montré une diminution significative de DNMT1, qui est une enzyme impliquée dans la méthylation de l'ADN, chez les patients atteints de syndrome de Sjögren par rapport aux témoins. On a bien évidemment l'augmentation significative de GAD45-alpha, qui est un facteur de déméthylation de l'ADN chez les patients atteints de syndrome du Sjögren primaire par rapport aux témoins. Donc, la déméthylation de l'ADN dans les cellules épithéliales de glandes salivaires est liée à un défaut d'expression de DNMT1. Ils ont montré tout simplement ici que la déméthylation de l'ADN qui a lieu dans les cellules épithéliales de glandes salivaires des patients atteints de syndrome de Sjögren primaire est lié à un défaut de l'enzyme impliquée dans la méthylation, qui est la DNMT1. D'accord? Voilà. Pour ici l'évaluation de la teneur de 5-méthylcétosine dans les biopsies des glandes salivaires avant et après disparition des cellules B. Donc ici, ils ont fait une comparaison entre la teneur de 5-méthylcétosine avant la disparition des cellules B qui sont présentes donc, dans les glandes salivaires et après disparition des cellules B. Donc, ils ont montré que la méthylation globale de l'ADN était réduite chez les patients atteints de syndrome du Sjögren par rapport au contrôle. Et lorsque les cellules B avaient disparu après 4 mois par des anticorps anti-CD20, le niveau de coloration de 5-méthylcétosine a augmenté. Donc, ils ont montré ici que l'infiltration des LB dans les biopsies des glandes salivaires diminue la méthylation de l'ADN. Donc, tout simplement, ils ont montré ici que le défaut de méthylation de l'ADN chez les patients atteints de syndrome de Sjögren est dû de façon indirecte à l'infiltration des cellules B dans les glandes salivaires de ces patients. Pour démontrer beaucoup plus l'effet de l'infiltration des LB sur l'altération d'une voie impliquée dans la méthylation de l'ADN, qui est la voie protéine kinase delta, donc les chercheurs ont montré une diminution de la voie protéine kinase delta dans les sections mineures des biopsies de glandes salivaires des patients dans les zones entourées par les LB par rapport aux témoins. Et donc, l'infiltration des LB chez les patients atteints de syndrome du Sjögren primaire provoque la déméthylation de l'ADN via le blocage de la voie protéine kinase C-delta de méthylation de l'ADN. Donc, ici, tout simplement, ils ont des idées que la voie impliquée dans la méthylation de l'ADN, c'est la voie protéine kinase C-delta. D'accord? Ils ont essayé d'avoir l'effet de l'infiltration des LB sur cette voie. Est-ce que les LB altèrent la voie de protéine kinase delta ou non? Si les LB altèrent la voie protéine kinase delta, c'est que j'ai pas une méthylation de l'ADN. Au contraire, j'ai une déméthylation de l'ADN dans les cellules épithéliales de glandes salivaires. Et voilà ce qu'ils ont montré déjà. Ils ont montré que l'infiltration des LB altère cette voie. D'accord? Et donc, l'infiltration des LB provoque la déméthylation de l'ADN en bloquant la voie impliquée dans la méthylation de l'ADN. D'accord? Voilà. La dernière série d'exercices,
c'est d'étudier l'effet de la déméthylation de l'ADN sur la surexpression de plusieurs corécepteurs activateurs. Si vous vous rappelez bien qu'au début de la vidéo, dans la physiopathologie de la maladie, j'ai mentionné que la maladie est caractérisée par la surexpression de plusieurs molécules, en particulier les CAM1, les B7-1, B7-2 et CD44. Voilà, donc les chercheurs, ce qu'on pu faire, c'est d'étudier l'effet de la déméthylation de l'ADN sur l'expression de ces récepteurs. Donc, ils ont montré tout simplement qu'il y a une surexpression de ICAM1 donc, chez les patients atteints de syndrome de Sjögren par rapport aux patients, par rapport aux témoins. Et donc, par contre, les autres corécepteurs activateurs, ils n'ont pas marqué une différence significative entre les patients et les témoins, d'accord? Et donc, ils ont tiré euh, comme remarque ici ou bien comme conclusion que la déméthylation de l'ADN favorise la surexpression de l'ICAM1 chez les patients atteints de syndrome de Sjögren, d'accord? Donc, pour résumer ici, le défaut de méthylation de l'ADN dans les cellules épithéliales des glandes salivaires est dû à une diminution de DNMT1 et une augmentation de GAD45-alpha qui sont associées à une acétylation des histones et par conséquent une activation transcriptionnelle et donc une activité exagérée des cellules impliquées dans la physiopathologie de la maladie. Et grosso modo, cet défaut de méthylation de l'ADN est lié à l'infiltration des cellules B. L'infiltration des cellules B est là qui altère la voie protéine kinase C delta impliquée dans la méthylation de l'ADN. Et si cette voie elle est donc en défaut ou bien elle est altérée, bien sûr, on a un défaut de méthylation de l'ADN, on a une activation transcriptionnelle, on a donc la physiopathologie de la maladie. Donc, pour le diagnostic, les signes biologiques, on a anémie, leucopénie, hypergammaglobulinémie, la présence des anticorps antinucléaires, en particulier anti-SSA et anti-SSB. On a une cryoglobulinémie, c'est-à-dire un taux anormal de protéines dans le sang. On a hypocomplémentémie, défaut en C3 et C4. Les critères du diagnostic selon l'ACR, donc tout d'abord, on a les signes objectifs de l'atteinte oculaire, la présence d'une kératoconjonctivite sèche selon un score de coloration ophtalmique après examen au verre de l'examine et à la fluorescence supérieure égale à 3. Les signes histologiques, la présence d'un infiltrat lymphocytaire sur la biopsie des glandes salivaires accessoires avec Fox score supérieur ou égal à 1. La présence d'auto-anticorps, deux possibilités ici, soit la présence simultanée d'anticorps anti-SSA ou d'anticorps anti-SSB, soit la présence du facteur rhumatoïde et avec obligatoirement un taux d'anticorps antinucléaires totaux supérieur ou égal à 1 sur 320. Quand je peux retenir le diagnostic, c'est lorsque j'ai 2 ou 3 critères parmi ces critères-là, d'accord? Les critères d'exclusion, des antécédents de radiothérapie cervico-faciale, l'hépatite C, sida, sarcoïdose, amylose, réaction du greffon contre l'hôte et maladies associées aux EGG 4. Voilà. L'histologie ici, c'est une remarque, en fait, c'est un exemple d'une histologie des glandes salivaires qui montre un infiltrat lymphocytaire de grade 4. Ici, il faut noter que seuls les grades 3 et 4 ont une valeur diagnostique. Grade 3, c'est-à-dire la présence d'un infiltrat significatif avec un amas de plus de 50 lymphocytes pour 4 mm au carré de glande. Grade 4, la présence d'un infiltrat significatif avec plus d'un amas de plus de 50 lymphocytes pour 4 mm au carré de glande. Le traitement, donc, selon les manifestations cliniques, en cas d'arthrite, on a les analgésiques simples. Pour les adénopathies, on a l'hydroxyloroquine. Pour les manifestations cutanées, on a l'hydroxychloroquine.
Pour le phénomène de Raynaud, on a la protection contre le froid et d'autres. Et voilà, ici, les glucocorticoïdes pour la vasculite et manifestations neurologiques. Donc, le rituximab, c'est un anticorps dirigé contre le CD20 à la surface des LB, c'est-à-dire la déplétion des cellules B. On a bien évidemment la radiothérapie en cas d'atteinte glandulaire localisée, en cas d'un lymphome du type RAS. J'espère que c'était clair pour tout le monde. Merci pour votre attention.